Voilà, l'engagement des artistes et ses limites. Hollywood est aussi un instrument politique. Ce film interroge les rapports entre la politique et l'image. Ce sera aussi l'occasion de nous interroger sur notre propre culture française, européenne. Et nous allons donc en parler maintenant avec nos invités. Bonjour Fabienne Sylvestre. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du Festival de cinéma des Arcs en Savoie, mais aussi du Lab Femmes qui œuvre pour la place des femmes dans le monde du cinéma. Vous avez travaillé par le passé, c'est important, dans le monde politique et vous êtes aujourd'hui aussi coach dans ce milieu du cinéma. Bonjour à vous Anne-Marie Bidot. Bonjour. Vous êtes historienne du cinéma américain. On vous doit un ouvrage sur Hollywood et le rêve américain, cinéma et idéologie aux États-Unis. Bonjour Laurent Acquenin. Bonjour. Historien et critique de cinéma, membre du comité de rédaction du magazine L'Avant-Scène. Et bonjour à vous Jamil Daklia. Vous êtes sociologue des médias et vous vous êtes interrogé dans vos différents ouvrages et parutions sur la fascination que les célébrités exercent sur nous et sur les liens entre la notoriété et l'action publique. Alors on va parler de tout ça. Je voudrais d'abord peut-être une réaction, très simplement, toutes ces stars qu'on a vues faire ce choix de l'engagement politique avec plus ou moins de réussite, plus ou moins d'habileté. Est-ce qu'elle vous touche? Est-ce qu'elle vous agace? Moi, je trouve que quand un artiste prend la parole, il faut toujours un courage parce qu'il y a une mise en abîme, en fait. Donc, c'est un risque qui est pris. Et une mise en danger. Une mise en danger, exactement. Donc moi, parfois, ça m'agace, parfois, ça me touche. Là-dessus, c'est assez variable. Mais dans tous les cas, je me dis, ils y vont, quoi. Enfin, j'ai un petit respect, quand même, une forme de respect pour parce qu'elles sortent de leur zone de confort, voilà, pour employer pour moi, pour moi, on va vers l'engagement quand on a vraiment quelque chose à dire, parce qu'en fait, il y a trop de risques à y aller si c'est pas sincère et si on n'y va pas. Vous êtes d'accord, Jamil Daklia, là-dessus? Oui, je suis d'accord. Enfin, je pense qu'on a chacun un avis en tant que citoyen là-dessus. Mais après, c'est notre rapport à telle ou telle star qui peut déterminer notre agacement ou le fait qu'on soit touché aussi. C'est ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Dans ce film, d'après ce film, en tout cas depuis quasiment les tout débuts, Hollywood a eu partie liée avec la politique. C'est vraiment le cas, Anne-Marie Bidot? Oui, c'était même, ça allait de soi dans la mesure où, notamment à partir des années 20, c'est les très grands groupes financiers, étant donné le prix du parlant et les coûts d'investissement, qui ont pris le dessus dans l'industrie hollywoodienne. Donc il y avait une solidarité évidente entre les deux. Et après, il n'y a pas eu de changement parce que, par exemple, à la tête des studios, il y a un président qui a toujours été, depuis 1922, un très proche du pouvoir en place. Ça n'a jamais été le cas. Voilà. Ouais. Et toujours des gens qui étaient des hommes politiques. Le premier, il était ministre des Communications du président Harding. Le dernier en place a été ambassadeur de Obama et conseiller au ministère de l'économie. Ils ont tous eu un profil qui était dans le droit fil du pouvoir en place. Laurent Acquenin, c'est une longue tradition. Hein, oui, c'est une longue tradition. C'est une très longue tradition. Et puis quelque chose qu'on voit mal depuis la France, mais qui est très important aux États-Unis, enfin en tout cas à Hollywood, c'est le phénomène des syndicats, la syndicalisation de tous les comédiens, mais aussi les techniciens, dans le sein de Hollywood. C'est-à-dire qu'il est rappelé, par exemple, que Ronald Reagan n'était pas arrivé par hasard en politique. Il était d'abord membre éminent et président de la Screen Actors Guild, c'est-à-dire il était le président du syndicat des comédiens. Donc il s'est rappelé dans le film, c'est ce qui lui a permis d'être en position de devenir gouverneur. C'est ce qui lui a permis d'être en position, ce qui lui a fait son apprentissage, mais il n'est pas le seul dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'à Hollywood, la plupart des parties prenantes du système hollywoodien sont d'une manière générale membres d'un syndicat, d'une corporations, votent, débattent, ont une activité véritablement syndicale très importante. Même les superstars qu'on voit. Oui, pourquoi pas, oui. Dans les superstars, quand on le voyait par exemple à l'époque des années 50, tous les comédiens étaient plus ou moins liés à tel ou tel groupe, mais aussi, je ne sais pas, les réalisateurs, les monteurs. On se rappelle par exemple quand John Ford avait pris la défense de Joseph Mankiewicz, qui était accusé par Cécile B2000 à l'époque du McCarthyisme. C'est une affaire qui avait fait grand bruit. Donc ça montre bien que tous les tenants du système entre guillemets hollywoodiens, ont une activité au sens large, je veux dire politique, pas seulement avec le bulletin de vote au moment des élections présidentielles, mais une activité quasiment quotidienne dans la défense des intérêts et aussi de certaines formes idéologiques. Donc c'est une tradition hollywoodienne extrêmement bien ancrée et d'une manière très ancienne. Et vous le disiez, Fabienne Sylvestre, c'est pas sans risque. L'exemple dans le film, l'un des exemples les plus marquants, je trouve, c'est celui de Jane Fonda, qui
quand elle s'engage contre la guerre du Vietnam, ça devient peut-être à son corps défendant un engagement pour le Viet Minh. En tout cas, elle a manqué manifestement de sens politique, de sens de la communication. On peut vraiment se brûler les ailes dans cet exercice, hein. Oui, moi je crois que c'est sûrement surtout le cas aux États-Unis où il y a une espèce d'hystérisation des médias. Alors moi je fais aussi, alors pour le coup je sors du film et de Jane Fonda. Pour moi ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui c'est de voir ce qui se passe avec cette nouvelle société de l'information qu'on a, qui est une société des réseaux, une société de l'influence. C'est-à-dire qu'à l'époque Jane Fonda, toutes les caméras étaient braquées sur elle. Aujourd'hui il y a 1000 caméras où quoi que vous fassiez, les choses vont rester. Donc je trouve que... Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, on l'a vu à Cannes, on le voit même au Festival des Arts à une moindre échelle. Petit à petit, en fait, les acteurs les plus en vue ont en fait une forme de défense. Ils se créent une défense autour d'eux pour ne pas risquer en fait leur image sur des questions sur lesquelles ils ne sont pas préparés ou sur lesquelles ils n'ont pas forcément envie d'aller. Ouais, mais plus proche de nous, je pensais à Nathalie Portman qu'on voit sur la cause des femmes, mais elle a eu des soucis avec l'opinion publique israélienne lorsqu'elle a pris parti contre la politique de Benjamin Netanyahou récemment. Oui. Et c'est lié, alors effectivement, à ce que vous décriviez, c'est-à-dire cette hystérisation sans doute aussi, et le fait que plus rien n'échappe au réseau. Mais il n'y a pas que cela, si je peux me permettre. C'est-à-dire que du côté des comédiens, il y a d'une part leur prise de parole publique, ça c'est une chose, mais il y a aussi, qu'il ne faut pas oublier, mais c'est quand même très important, le type de rôle qu'ils acceptent de prendre à l'écran. Et ça c'est aussi très important. Quand, par exemple, il dit dans le documentaire que Sidney Poitier a ouvert la voie et que c'est grâce à Sidney Poitier que Barack Obama avait été élu président de la République, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, Sidney Poitier a été un peu critiqué à un moment donné. C'est-à-dire que... C'est rappelé d'ailleurs dans le film. Le type de rôle qu'il occupait, il fallait qu'il soit un noir, bien sûr, mais absolument parfait. Et donc, ça a été reproché par certains mouvements. Et d'une certaine manière, on peut dire que si celui qui a ouvert la voie à Barack Obama, c'est pas Sidney Poitier, c'est un acteur un peu plus discret dans ses prises de position, c'est Morgan Freeman. Parce que Morgan Freeman, c'est celui qui a pour la première fois joué un président de la République américaine noir, sans qu'à aucun moment la couleur de peau n'entre dans le scénario. C'est dans Deep Impact. Et il y a une vertu un peu autoréalisatrice de l'image vers la réalité. Ça, c'est quelque chose qu'on constate dans l'histoire, Anne-Marie Vidéo. Oui, tout à fait, parce que on parlait de Reagan tout à l'heure, mais Ronald Reagan, il est passé, comme vous disiez, du syndicat des acteurs. Il était en plus, il faut le rappeler, et c'était un poste essentiel. Il a été président du syndicat, enfin de la guilde des acteurs en plein macartisme. Donc c'était un verrou. Et on sait maintenant qu'il travaillait avec d'autres, comme Walt Disney par exemple, pour dénoncer les gens en douce auprès du FBI. Donc ça a été le début de sa carrière. Et Schwarzenegger aussi, c'est comme gouverneur. Et le poste de gouverneur, c'est une étape essentielle avant la présidence. Et Schwarzenegger a perdu, je pense, d'abord, il n'avait pas la citoyenneté américaine d'origine, mais en plus, il y a eu des scandales personnels. Mais il y a une espèce de progression régulière. Clint Eastwood aussi, qui a été en poste à la mairie la petite ville à côté de Monterey, et où il était adoré de tous ses concitoyens. Je voudrais qu'on avance dans notre débat et qu'on parle un peu de cette fascination réciproque que ces deux mondes, politique et cinéma, exercent l'un sur l'autre. D'abord, peut-être Jamil Dakhlia, sur un point purement psychologique, on le voit dans le film, c'est une fascination qui a, là encore, toujours existé. Elle est réelle. Les acteurs, parfois, se rêvent en politique et les politiques sont en quelque sorte des acteurs. Oui, parce que les comédiens, par définition, sont des capteurs d'attention. Ils connaissent leur propre popularité. D'autres s'emparent aussi de cette popularité et se disent que ça pourrait être des porte-paroles. Et donc, à partir de là, forcément, ils ont un rôle privilégié, surtout aux États-Unis, où, n'oubliez pas que dans le show business, il y a business. Et ce qui compte, c'est la réussite, que ce soit dans le monde du spectacle ou dans le sport. On a eu des catcheurs qui ont été gouverneurs, comme Jesse Ventura, par exemple. Donc, et ce que disait mon collègue tout à l'heure est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aussi un effet le personnage qui déteint sur le politique. Les qualités du personnage sont utilisées en politique. Et tout récemment,
il n'est pas ou très peu évoqué dans le film, mais Donald Trump, par exemple, était le héros d'une émission de télé-réalité et son célèbre You're Fired montrait vraiment son côté extrêmement cash et il a joué de cette image déjà toute prête dans sa campagne. On l'aperçoit, alors ça n'a rien à voir avec le show que vous évoquez, mais on l'aperçoit dans un plan, dans un film de avec Macaulay Culkin il y a quelques années, mais c'était une célébrité. Et effectivement, il y a ce rapport, et j'imagine que les politiques, eux, sont intéressés par, vous parliez de la connaissance très fine que les acteurs peuvent avoir de leur public, de leur image, leur manière, ils savent très bien... Et puis il y a le glamour aussi, ce qu'on appelle le glamour, et notamment à Hollywood, c'est-à-dire cette séduction. Et les politiciens sont des séducteurs. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'il y a eu des interférences très étroites entre les deux mondes depuis longtemps, dans la mesure où des hommes politiques étaient eux-mêmes très intéressés par le cinéma, par exemple, pour des raisons même privées. Joe Kennedy, le père du président Kennedy, avait investi dans le cinéma parce que sa maîtresse, c'était Gloria Swanson. Comme William Randolph Hearst, le magnat de la presse, avait investi dans le cinéma pour l'actrice Marion Davies qui partageait sa vie. Donc, et on ne parle pas même de Marilyn Monroe. Donc il y a toujours eu des interférences, y compris privées, entre les deux mondes, parce que c'est en quelque sorte les paillettes qui attirent les paillettes. Fabienne Sylvestre, si on se pose la question des motivations intérieures, chez le politique, chez l'acteur, est-ce qu'elles sont les mêmes, les motivations, le rapport à la notoriété, on pense, par exemple? C'est un rapport à la puissance. C'est-à-dire que les politiques ont un rapport à la puissance, c'est par la puissance qu'ils vont convaincre. L'acteur a une puissance d'être qu'à un moment, il va ou non, ou l'actrice, d'ailleurs je dis acteur, actrice évidemment, mettre au service d'une cause ou... bon, là, ce sont deux mondes de pouvoir. Vous parlez de puissance, c'est des mondes de pouvoir, c'est des mondes de notoriété, c'est des mondes de très grande exposition. Et je crois que d'un point de vue, là, pour le coup, on rentre dans la psychologie, mais en termes de psychologie, de vivre sous le regard des autres et d'être tout le temps reconnu, vu, c'est quelque chose qui partage sûrement et qui les rapproche sûrement. Après, en termes de psychologie, moi, je crois que les politiques, ils sont plutôt là pour défendre des valeurs, des idées, des convictions. Souvent, l'acteur, quand même, à l'origine, c'est pas ça qui le met en mouvement. Il est plutôt dans une expression artistique et qui, à un moment, par le pouvoir que cela engendre, va pouvoir ou non, encore une fois, rentrer dans l'arène politique, quoi. Oui, mais en même temps, à travers ses rôles, par exemple, il peut véhiculer des identités, des valeurs. Bien sûr, c'est des choix qui sont faits. Surtout s'il y a une spécialisation dans certains rôles. Oui, c'est ce que vous disiez, Laurent Aknin, à propos effectivement de l'apparition. Tout à fait. Et ce qu'il y a, le point commun, si on veut vraiment les trouver entre politique et cinéma et industrie de l'entertainment, c'est... D'une part, justement, le spectacle, le spectaculaire au sens large, c'est-à-dire qu'il suffit de voir une campagne, une primaire américaine pour voir à quel point la dimension spectaculaire, show, est vraiment importante et déterminante. Et l'autre chose, c'est peut-être un petit peu plus subtil, mais le point commun qu'il peut y avoir entre Hollywood, au sens large, c'est-à-dire tous les tenants, les aboutissants du système hollywoodien, producteurs, réalisateurs, comédiens, et le monde politique, c'est de sentir le public un petit peu à l'avance. C'est-à-dire, quand on décide, par exemple, de faire une production qui va coûter cher, se dire, ça, d'être un petit peu en avance sur l'air du temps pour apporter quelque chose qu'on n'attend pas forcément, mais qui va marcher, entre guillemets, pour marcher. Et finalement, le politique, c'est la même chose, c'est le flair. C'est-à-dire être suffisamment à l'écoute et suffisamment sentir son audience, en anglais comme en français, pour comprendre quelle est l'attente du moment et qu'est-ce qu'on peut apporter pour répondre à cette attente sans qu'elle soit formulée explicitement auparavant. Fabienne Sylvestre, là-dessus aussi. Oui, alors ça n'apparaît pas dans le documentaire, mais pour moi, le cinéma est politique par essence. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup des acteurs, des actrices, mais en réalité, les réalisateurs, les réalisatrices, et les scénaristes, ce qu'ils vont donner à voir, moi, je crois beaucoup que ça donne à croire. Et c'est pour ça qu'un de mes thèmes de prédilection, qui est la place des femmes dans le cinéma, n'est pas un thème neutre du tout. Parce qu'en fait, on a fait le lien entre qui est derrière la caméra, en fonction de qui est derrière la caméra, vous allez avoir en fait des rôles plus ou moins intéressants qui seront donnés aux femmes, qui seront donnés aux minorités,
visibles ou invisibles. Et en fait, tout ça, c'est politique. Les représentations au cinéma jouent sur nos représentations sociales. Une petite fille, enfin moi quand j'étais petite fille, si vous voulez, je regardais Candy, alors qu'elle était super sympa et super mignonne. Et puis de l'autre côté, les représentations des garçons, c'était plutôt Tom Sawyer et Huckleberry. De fait, c'est pas du tout la même chose. Et vous projetez pas du tout de la même manière dans la société en fonction de ce que vous avez vu à l'écran. Donc c'est pas du tout neutre. Alors ça on va avoir l'occasion d'en reparler vraiment de la manière, de l'influence du cinéma sur la société. Je rebondis juste sur ce que vous disiez, Laurent Aknin, le flair. Il y a une limite, évidemment, c'est que dès lors que les acteurs se mettent à se mêler vraiment de politique, en appelant à voter au moment d'un scrutin, par exemple, là, pour le coup, on a le sentiment, en tout cas quand on regarde Hollywood, que pour la dernière élection présidentielle américaine, ils ont singulièrement manqué de flair. C'est-à-dire qu'ils se sont projetés, ils ont en général appelé à voter en faveur d'Hillary Clinton. Et là-dessus, ils étaient déconnectés. Enfin, ils ont manqué de flair. Ils ont vu peut-être avant les autres qu'il y avait un vrai danger de Trump là où tout le même rigolait encore. C'est pas la même chose. Très bien. Parce que justement, ils voyaient la bête. Oui, tout à fait. La bête de scène. Je pense que la mobilisation de Hollywood et des comédiens s'est faite alors qu'on rigolait encore de Trump. Et eux, justement, du côté hollywoodien, connaissant le show business, connaissant le spectacle, ils ont vu le danger peut-être avant. Alors ça, c'est une précision très importante. Oui, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un manque de représentation en permanence et Trump a mis au point sa représentation permanente de façon exceptionnelle. Et c'est pour ça que les acteurs et tout le personnel hollywoodien ont fait bloc contre lui à peu de choses près, mais ils n'avaient pas le pouvoir de lutter contre cette machine de guerre. Et ça recommence parce que pour 2020... Je me demande d'ailleurs si c'est pas contre-productif tout ça. Justement, c'est contre-productif parce que plus il s'engageait contre Trump et plus Trump pouvait s'en servir pour dire qu'il était victime d'un complot des élites. Oui, c'est ça, les élites et les gens d'argent. Les gens d'argent. Donc c'était complètement contre-productif. Je voudrais qu'on parle de la reconversion des acteurs. On a parlé de Ronald Reagan, qui est évidemment un exemple extrêmement célèbre. Un cas très récent, et j'allais dire un cas limite dans l'actualité, c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Volodymyr Zelensky, l'acteur qui se fait élire président d'abord dans une fiction, puis le devient dans la vraie vie. Son parti porte le même nom que celui de la série télévisée. C'est assez vertigineux. Et alors d'ailleurs, je voudrais qu'on regarde un court extrait d'une conférence de presse. C'était cette semaine à Paris. Zelensky est allé rencontrer pour la première fois Emmanuel Macron à l'Élysée. Et regardez, le cinéma n'est jamais loin. Je veux remercier encore une fois de cette invitation de venir à Paris et permettez-moi, en guise de conclusion de cette rencontre, de citer une phrase du classique du cinéma mondial. Je pense que c'est un début d'une belle amitié. Le début d'une belle amitié, c'est la dernière réplique du film Casablanca. C'est assez, je disais, vertigineux, c'est assez fascinant en tout cas, psychologiquement. Quelqu'un qui cite Casablanca ne veut pas être foncièrement mauvais, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que là, c'est intéressant parce qu'il a l'intelligence de mettre en abîme sa propre mise en abîme. C'est-à-dire qu'il voit très bien qu'on est dans un monde de spectacle. D'ailleurs, on voit dans le film que Schwarzenegger, lui, n'a jamais non plus, a souvent cité Terminator pour des raisons politiques. Voilà, il a utilisé la notoriété de ce rôle pour faire passer peut-être et enfin comme un slogan quasiment. Mais si je peux juste préciser, il y avait quand même une grande peur pour que le public confonde les rôles et la candidature au moment de l'élection de Reagan comme président. On avait supprimé de la télévision toutes les rediffusions des films dans lesquels il jouait, même des cow-boys, même un homme qui élevait un singe, enfin des rôles qui n'avaient rien à voir avec la réalité, au cas où les spectateurs aient pu être influencés par les rôles et voter pour Reagan. Quand vous dites on, qui ça ? C'était les chaînes de télévision. Les chaînes de télévision voulaient éviter la confusion des genres que le public pouvait être tenté de choisir. Mais le public fait la différence aujourd'hui, non? Pas toujours Et non, c'est-à-dire qu'il y avait eu justement une étude, alors là je ne pourrais pas dire les pourcentages exacts, mais on s'était rendu compte qu'une partie minime, bien sûr, mais quand même signifiante de la population ne faisait pas forcément le distinguo entre un reportage, une émission d'information et un film de fiction.
dans le flux télévisuel, ce qui parfois pouvait aboutir à certaines ambiguïtés. Alors ça va être très intéressant parce que ça va nous amener à une autre partie du débat qu'on a commencé à évoquer, qui est celui du vrai pouvoir, le vrai pouvoir des acteurs, j'allais dire aussi des people. On va peut-être d'ailleurs regarder là-dessus, ça nous éloigne un petit peu du cinéma, mais c'est intéressant. On a ressorti une archive de l'INA, une archive de Georges Brassens, qui, en 1969, évoque, lui, ce qu'il entend faire lorsqu'il chante. Et vous allez le voir, lui, pour le coup, veut absolument, absolument déconnecter son rôle de chanteur de ses engagements politiques. Je pense être plus efficace, en ce qui me concerne, en faisant des petites chansons qui apportent 4 ou 5 minutes de bonheur. Bon, bonheur est un mot un peu grand, un peu vaste. 4 ou 5 minutes de joie à certains, à pas tout le monde, bien sûr, à ceux qui les aiment. Et j'estime en faisant ça, à des gens qui sont exploités du reste, j'estime en faisant ça n'avoir pas trop démérité. Voilà, c'est... Oui, si je croyais, tu penses bien que si je croyais, et je me trompe peut-être, si je croyais à l'efficacité, j'en ferais des chansons, parce que bien sûr, je pourrais les faire. Parce que ça me serait relativement facile de le faire. Si je ne le fais pas, c'est que d'abord, je ne me crois pas le droit de dire aux gens ceci est bien et ceci est mal, parce que je ne le sais pas tellement moi-même. Et ensuite, parce que je te dis, sur le plan de l'esthétique, moi, je ne suis ni un philosophe, ni un sociologue. Je fais des chansons. Je suis un poète mineur, mais un poète quand même, un faiseur de chansons. Vous l'aurez reconnu d'ailleurs, à côté de lui, il y a Jean Ferrat qui était très engagé au Parti communiste. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je voudrais interroger au travers de cet extrait, c'est est-ce qu'il n'y a pas une spécificité française, là pour le coup, où on perçoit quand même peut-être différemment l'influence des stars en général, que ce soit du cinéma ou de la chanson, dans le débat public, dans le débat politique. C'est-à-dire que c'est amusant de voir cet extrait avec Brassens, parce que bien sûr, il dit ça en réaction à Jean Ferrat, qui lui était très, très, très engagé, qui était militant, compagnon de route du Parti communiste français. Alors que quand on écoute les chansons de Brassens, c'est pas vrai ce qu'il dit. Il est très engagé avec le mouvement libertaire, il y a beaucoup de ses chansons qui sont très engagées à sa manière. Oui, mais ce qu'il semble décrire, c'est quelque chose qui est de l'ordre du soft power. C'est ça. C'est-à-dire que lui, ce que Brassens ne voulait pas, c'était être le porte-étendard à la fête de l'humanité du Parti communiste français ou d'un autre mouvement politique, voilà. Ou comme Léo Ferré qui chantait pour la Fédération anarchiste, pour des concerts de soutien, ce que Brassens n'aurait jamais fait. Mais par contre, l'idéologie de Brassens, dans ses chansons, elle était très, très, très marquée. Il ne faut pas non plus... S'il s'exprime comme ça, c'est aussi parce qu'il existe déjà une tradition en France de compagnonnage, par exemple, auprès du Parti communiste français depuis fort longtemps. Dont lui se méfie. Dont lui se méfie, mais donc ça existait en France. Oui, parce que lui, en plus, faisait une sorte de Brassens, c'est intéressant là-dessus, parce qu'une sorte de procès d'intention aux acteurs ou enfin aux célébrités qui s'engagent. Il disait finalement, il y a dans une de ses chansons, il dit ça se fait sur une jambe et ça n'engage à rien, quoi. Ce qui est d'ailleurs tout à fait discutable. Mais en tout cas, vous entendez, je vous repose la question, c'est pas spécifiquement français en tout cas. Non, c'est pas spécifiquement français. La question s'est posée par exemple en Grande-Bretagne dans le débat autour du Brexit. Il y a un certain nombre de célébrités qui ont pris fait et cause contre le Brexit, très majoritairement, il y en avait 96%, les calculs ont été faits. Mais ces célébrités ont été critiquées parce que dans les sondages d'opinion, on se demandait quelles étaient leurs compétences pour pouvoir juger de ça et vu leur situation sociale, est-ce qu'elles étaient capables de se mettre à la place du citoyen moyen ? Pour moi, il y a deux choses. Il y a vraiment l'engagement pour une cause et il y a l'engagement militant. C'est dit d'ailleurs dans le documentaire à un moment au niveau des États-Unis, c'est de dire les démocrates s'engagent pour des causes et les républicains plutôt pour des postes. Bon, en France, on est tous démocrates, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même, il me semble, une tradition juste avant une campagne électorale, on n'a pas dans nos jardins, déjà on n'a pas de jardin, mais en tout cas on n'a pas les drapeaux de la personne pour laquelle... On n'affiche pas la couleur, ce qui est le cas aux États-Unis. On n'affiche pas la couleur. Donc aux États-Unis, les acteurs et les réalisateurs souvent ont tendance à faire ça, mais c'est à l'image de la société dans laquelle ils s'inscrivent. De la même manière en France, on ne soutient... Enfin, c'est assez rare qu'il y ait des talents, comme on dit, qui soutiennent vraiment des politiques. En revanche, moi je constate quand même, notamment au travers des festivals dans lesquels je suis engagée, une montée de la défense de cause par des artistes. Et ça me semble très intéressant, notamment sur le climat.
où je sens que en fait, la politique est plutôt en retard sur la société, sur ces sujets-là, et qu'à l'intérieur de la société, les artistes et les talents sont des porte-voix. Ce que vous décrivez, c'est vraiment un pouvoir d'influence qui est plus subtil que de dire je vote pour tel ou tel. Quoi. Oui, il y a des causes, comme vous le rappeliez, notamment tout ce qui est l'écologie, tout ce qui est le soutien des femmes, des droits des femmes. Il y a quelques exceptions en France, mais qui sont justement très très peu nombreuses. Je me souviens de Philippe Torreton en 2017, qui avait publié une lettre ouverte dans l'Obs, je crois, proposant à Hamon et à Mélenchon de s'unir pour faire un front commun de la gauche. Une primaire commune. Oui, c'est ça, une primaire commune. Donc c'est relativement rare en France. Et je crois aussi parce que les choix des acteurs ou du personnel cinématographique français est plus individualisé. Aux États-Unis, vous avez des groupes beaucoup plus structurés, comme vous disiez. Des syndicats notamment. Des syndicats et une industrie même, qui est beaucoup plus massive qu'en France, où vraiment le système de production est développé. Ce sont des vrais mouvements qui s'organisent. Il y a des lettres ouvertes, il y a des lobbies qui se mettent derrière tel ou tel candidat, ce qui n'est pas le cas en France. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est simplement dire que, bon, on parle du cinéma américain, bien sûr, il y a le cinéma indépendant, qui est une mosaïque extrêmement éclatée, qu'on voit peu finalement en France proportionnellement, mais qui est très très importante dans tous les courants d'ailleurs. Par exemple, le cinéma religieux militant américain qui ne dépasse pas les frontières américaines est extrêmement présent. Donc, il est très influent? Très influent, dans certains États, oui. Il y a des films christiques, des films religieux qui sont produits par des sociétés indépendantes dans quelques États, qui ne sont même pas diffusés sur un plan national, mais dans certains États, ils sont extrêmement influents. On ne voit en Europe, par exemple, qu'une certaine frange du cinéma américain, celle destinée littéralement à l'exportation. Mais il y a un cinéma intérieur américain qui est extrêmement influent. Et de plus, le cinéma... plus politique, vous diriez encore? Plus politique encore que tout ce qu'on... Ah oui, bien sûr. Plus engagé, que ce soit politique, religieux, idéologique, des cinémas indépendants, vraiment très, très marqués. Fabienne Sylvestre. Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est le pouvoir du politique sur les politiques culturelles. Alors c'est peut-être parce qu'on part en fait des États-Unis. Là, on part de ce documentaire et que peut-être, pour le coup, la puissance des politiques culturelles est moindre qu'en Europe et en France. En France, pour le coup, depuis... peut-être pas toujours, mais en tout cas, je crois que c'est les années 50, la création du Premier ministère de la Culture, les années 80 avec Jack Lang qui fait exploser le budget du ministère de la Culture. On est quand même dans quelque chose qui est... On a un centre national de la cinématographie. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays, exactement. mais en tout cas, voilà, on a... Vous voyez, un festival comme celui que j'ai cofondé aux Arcs, c'est un festival de cinéma indépendant européen. C'est politique de faire un festival comme ça, parce qu'en fait, on a un très gros pan marché de coproduction, et en fait, c'est l'Europe que vous donnez à voir quand vous montrez ces films-là. C'est une manière, pardon de le dire comme ça, de militer en faveur de la construction européenne, de présenter, enfin pardon, mais de manière un peu souterraine. Mais moi je crois. De même que Sundance aux États-Unis, c'est le festival de Sundance, c'est celui dans lequel est engagé Robert Redford. Exactement. Qui l'a créé, voilà. Et puis d'autres, Tribeca, par exemple, qui est un autre festival de cinéma indépendant, et beaucoup d'autres. Jamil Leclerc là-dessus. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait pas oublier quand même qu'en France, comme aux États-Unis, il y a la tentation avant chaque élection présidentielle, pour chaque parti ou chaque candidat, de trouver un certain nombre d'artistes en soutien et qui puissent s'afficher aux côtés de... Mais ça marche pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça marche pas, mais il y a une croyance. Pourquoi ils continuent alors? Il y a une croyance. Et puis c'est pour les artistes, effectivement, comme vous le disiez, c'est une occasion d'afficher un soutien à une politique culturelle forte. Et ce n'est pas un hasard si en France, c'est souvent la gauche qui récolte le plus de soutien. D'ailleurs, je vous demandais pourquoi il continue, mais il y a un début de réponse dans le film. C'est pas inintéressant. Il y a quelqu'un qui dit à un moment, dans la bataille de l'attention, il ne le formule pas comme ça, mais une star, quand elle dit, elle va pas dire voter pour tel ou tel, parce que de toute façon, ça ne déplace pas une voix. En revanche, quand elle va se faire plus ou moins le porte-parole de tel ou tel candidat, les gens vont faire plus attention, tout simplement parce que les réseaux sociaux la suivent de manière massive, et peut-être plus massive que les personnalités politiques. De manière, on est passé maintenant, et c'est assez intéressant, d'un mot à l'autre, on est passé du terme de militant à celui d'influenceur. Oui. Et ça, je trouve que ça montre bien le basculement qui est en train de se produire, y compris à Hollywood et dans toutes les formes d'expression artistique. Influenceur, aujourd'hui, c'est comme ça que vous décririez le rôle des artistes, qu'ils soient à Hollywood ou ailleurs? En tout cas, c'est ce qu'ils cherchent. Enfin, ce qu'ils chercheraient, à la fois les hommes politiques, c'est ce qu'ils cherchent à avoir, des gens qui peuvent influencer l'opinion pour aller vers eux, plus que le militantisme, on
va dire, à la Jane Fonda, qui est bien liée à une époque, avec des causes bien tranchées et une forme de militantisme qui était extrêmement actif et, j'allais dire agressif, le mot est trop fort, mais en tout cas qui était très rentre-dedans, qui était vraiment militant, une action vraiment bruyante. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, on est passé sur un autre registre, et d'ailleurs, il n'y a pas un homme politique, il n'y a pas un film qui sort, qui n'a pas une page Facebook, qui n'a pas un lien de réseau social qui lui est accolé. Donc tout ce travail se fait maintenant sur les réseaux. L'ami de la Clia, puis ensuite je vous donnerai. Oui. Alors sur l'influence des stars en politique, il est extrêmement difficile de la prouver, mais il y a eu un seul cas dans lequel ça a pu être fait. Ça a été le cas d'Oprah Winfrey, la présentatrice de télévision, et notamment à travers son magazine, à travers la diffusion de son magazine, et au moment où elle a affiché son soutien pour Obama, donc pour la primaire démocrate en 2008. Et là, il y a eu des études extrêmement sérieuses sur les votes qui s'étaient déroulés auparavant, enfin dans les primaires précédentes, dans les mêmes États, dans les mêmes comtés, et en croisant avec la diffusion du magazine. Alors, il y a d'autres variables qui ont été écartées. En tout cas, là, en l'occurrence, sa parole a eu du poids. Apparemment, 1 million de voix en plus. 1 million de voix en plus au niveau national. Et on parle d'elle sur le fait qu'elle puisse être candidate. Voilà. C'est ça, hein. On est toujours dans une forme de connexion entre ces deux mondes. Anne-Marie. C'était juste pour revenir un tout petit peu en arrière. On disait justement qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de politique culturelle comme il y en a en France. Mais il y en a une quand même, dans la mesure où le cinéma, comme c'est une industrie très puissante, est lié au commerce extérieur. Et les relations internationales entre les États-Unis et les pays étrangers sont essentielles pour la diffusion des films. Et très souvent, les ambassadeurs ont pratiquement un rôle de représentants de Hollywood pour faire avancer l'industrie dans les pays où ils veulent s'implanter, où ils sont déjà implantés. Et vous nous disiez d'ailleurs que certains acteurs pouvaient devenir éventuellement ambassadeurs. Oui. Le président actuel des studios hollywoodiens, il a été nommé en 2012 ambassadeur à Paris en remerciement de son soutien à Obama. Et il est devenu président des studios en 2017. Donc oui, 2017, oui. On s'approche de la fin de notre débat. Je rebondis sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, Fabienne Sylvestre, à propos des femmes, de la place des femmes dans la société, à propos de l'écologie. Est-ce que c'est excessif, c'est une question que je vous pose à vous quatre, de dire qu'aujourd'hui, les grandes batailles idéologiques, elles se déroulent peut-être d'abord et peut-être plus sur les écrans que dans les bibliothèques, les partis politiques ou à l'Assemblée nationale? Étant donné qu'on peut maintenant lire des livres et qu'on peut travailler directement avec une tablette, que ce soit sur les écrans, ça me paraît normal. Quand je dis sur les écrans, c'est les écrans de cinéma ou les écrans de télé pour les séries télévisées. Quoi. Moi, j'aime beaucoup la notion d'écran. C'est très bien, les écrans. Quel ce livre-là, c'est pas la question de dire que c'est bien ou mal, c'est un fait. Donc, à partir de là, c'est comment est-ce qu'on utilise ce fait. Il ne s'agit pas de dire c'est les écrans, le cinéma, la télévision, les réseaux, c'est pas bien. Non, maintenant, nous sommes dans un univers connecté et d'ailleurs ce n'est pas un hasard, mais enfin les jeux vidéo rapportent plus d'argent que le cinéma, donc on fait quand même aussi un basculement sur autre chose. Donc, à partir de là, c'est pas de se dire est-ce qu'il y a quelque chose qui change au niveau du concept des discours? Les discours ont un autre médium de circulation. C'est ça l'idée. En fait, si je reformule ma question et je vous adresse Fabienne Sylvestre, Nathalie Portman, qu'on voit à la fin du film discourir sur la place des femmes dans le cinéma et notamment à la suite de l'affaire Weinstein, est-ce qu'elle n'a pas plus d'influence finalement aujourd'hui dans la société américaine sur ce sujet-là que n'importe quel essayiste, féministe, universitaire? On est vraiment sur du combat d'idées, entre guillemets. Moi, je crois que sur ces sujets-là, encore une fois, en fait, le cinéma est à la traîne. Moi, pour le coup, je travaillais dans cette noble maison il y a 20 ans. Au Sénat, ici. Au Sénat, pendant les lois sur la parité, c'était il y a 20 ans. En fait, le gros débat sur la parité, c'est terrible à dire, mais il s'est produit suite, justement, à l'affaire Weinstein en France. Donc là, les choses commencent à bouger sur la place des femmes dans le cinéma, encore une fois, qui n'est pas neutre, au regard de ce qu'on donne à voir et donc à croire, 20 ans après. De même sur l'environnement, l'industrie du cinéma, en tout cas en France et en Europe, elle est complètement à la traîne par rapport aux industries lourdes. Il y a 20 ans, les industries lourdes commençaient à développer des stratégies de développement durable. Aujourd'hui, la question sur les tournages, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des labels en production, comment ça se passe dans les festivals. Là, à Cannes, c'est sorti cette année en disant que c'est une
gabegie écologique. Mais c'est la première année qu'on entend ça. Oui, bah c'est la même chose aux États-Unis. Il y a un certain nombre d'acteurs, on connaît bien DiCaprio et ses engagements et d'autres, mais ils se veulent lanceurs d'alerte, mais ils ont quelquefois un mode de vie qui est complètement le contraire, et des habitudes le contraire de ce qu'ils prônent. Mais cela dit, il y a eu des efforts de fait. Et je sais que maintenant, sur les tournages, on fait très attention au recyclage, parce qu'il y a une gabegie, en effet, exceptionnelle. Là, j'allais dire, on est sur une question qui est presque marginale par rapport ensuite à ce que le cinéma peut donner, pour le coup, oui, mais c'est par petites étapes. Oui et non, parce que c'est l'image que le cinéma donne de lui-même. Donc, c'est une question aussi de réflexion, d'image réflexive, bien évidemment. Oui, oui. Moi, il me semble qu'on ne raisonne plus en termes de cinéma, mais en termes de médias, transmédia, et qu'il y a une continuité parfaite entre culture et politique. Et qu'on en est de plus en plus conscient. Ça a toujours été le cas, mais on en est de plus en plus conscient. Ouais, juste, en fait, sur tout ça, on n'arrive pas à mesurer. Vous prenez l'exemple de Léo DiCaprio. Typiquement, je pense qu'il dit un mot sur l'environnement, ça a une puissance qui est, même s'il n'est pas forcément bon, comme on est tous, parfaitement cohérent. Parfaitement cohérent dans sa démarche, à un moment, il a une puissance de feu. Beaucoup plus que le gouverneur de l'Oklahoma qui va faire un super discours là-dessus. D'où la fascination, effectivement, que ces personnalités exercent sur les politiques. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Je rappelle 3 ouvrages pour poursuivre votre réflexion. Le vôtre, d'abord, Anne-Marie Bidot, Hollywood et le rêve américain, cinéma et idéologie aux États-Unis. C'était chez Armand Collin en 2017. Mythes et idéologies du cinéma américain, c'est aux éditions Vendémiaire. C'est de vous, Laurent Acquenin, paru en 2014. Et puis, il y a une petite dizaine d'années maintenant, Politique People, édition Bréal. C'était votre ouvrage, Jamil Dakila. Merci beaucoup à tous les 4. Un monde en doc se poursuit à présent. Nous allons partir d'abord dans les Balkans, suivre un membre de la communauté rome au Kosovo. Ce sont les victimes oubliées du conflit entre Serbes et Albanais il y a 20 ans. La maison de Nedjo, film d'Anna Otasevic et Lucas Toua. Et puis ensuite, un documentaire historique édifiant sur Magda Goebbels, l'épouse du ministre de la propagande d'Hitler. Avant d'empoisonner ses 6 enfants et de se donner la mort en avril 1945 à Berlin, elle a occupé une place éminente dans l'appareil nazi. Magda Goebbels, première dame du Troisième Reich, film d'Antoine Wittkin. Excellent week-end sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.